Donc, comme ça a été dit par Engelbert, je vais vous faire en fait un cours sur les réseaux de neurones pendant, on va dire, les 2 tiers de ma présentation, enfin, de mon intervention. Donc, j'espère que vous n'êtes pas des spécialistes, parce que sinon vous allez un peu vous ennuyer. Vous pouvez partir vraiment de la base, un neurone, plusieurs neurones, tout ça. Donc, voilà. C'est un vrai cours, donc j'ai des exercices et tout pour essayer de vous remettre avec moi un petit peu. Bon, j'aurais bien aimé un tableau, c'est pas possible du tout. Des fois ce serait pratique. Mais sinon, sinon, je dois pouvoir me mettre sur tableau noir ou quelque chose comme ça en ligne et puis dessiner. Normalement, ça c'est jamais testé, mais si tu veux t'avoir fait. Ah ouais, c'est ça. On sent bien ça pourrait être drôle. Voilà. Alors, ouais, bon, quand le moment viendra, je serai aventureuse. Ouais, si vous avez l'impression que vous savez déjà tout sur les réseaux de neurones, je ne m'offusquerai pas si vous débranchez votre cerveau pendant une bonne heure et demie, je comprendrai. Et puis je vais vous parler ensuite de méthodes d'explicabilité sur les réseaux de neurones, enfin, qui sont applicables sur les réseaux de neurones. Et cette deuxième partie, c'est plus un état de l'art en fait de ce qui se passe dans ce domaine. Voilà, première partie. Donc, je vous ai donné les références sur le site Lydia Carré. Mes slides de mon cours sur les réseaux de neurones, ils viennent de plein d'endroits. J'ai fait une toute petite partie sur les réseaux récurrents, mais elle est vraiment minuscule, pas suffisamment pour en savoir suffisamment, je pense. Donc, n'hésitez pas à aller voir d'autres sources. Et sinon, les 2 bibles, à mon sens, actuellement, c'est ces 2-là, celle-ci beaucoup plus appliquée. Et Deep Learning de Ian Goodfellow, Benjo et Courville, qui est, je trouve, bien fait et qui donne tout ce qu'il faut. Il est en anglais, en français. Alors, je vais... donc, j'évolue. Donc avant, je faisais des introductions de notation et tout, puis en fait, je me suis dit des notations, tout le monde les oublie au bout de 2 slides, c'est pas un bon plan. Donc en fait, je vais vous faire notation par l'exemple. Donc ce que je cherche à faire, en fait, j'imagine que j'ai un ensemble de données qui ressemble à ça, c'est des couples données, par exemple des images. Donc, ma donnée, elle sera souvent appelée X, et vérité terrain, Y. Donc ça, c'est ce que je cherche à prédire. Donc là, en l'occurrence, sur cet exemple-là, c'est un problème en vision par ordinateur qui s'appelle de la segmentation sémantique. Donc en fait, ce que je veux, c'est produire une image de même taille que l'image d'entrée, mais en fait, je veux classer tous les pixels de l'image d'entrée. Donc en fait, les couleurs là, ça correspond à des classes différentes. C'est juste une visualisation des classes différentes. D'accord? Donc ça, c'est mon entrée, ça c'est ma vérité terrain. Et en général, ce que je vais chercher à faire, c'est apprendre une fonction qui dépend bien sûr de ses entrées et qui va avoir des paramètres que je vais appeler W, parfois θ, parce que je ne suis pas très cohérente, c'est comme ça, et qui va me prédire quelque chose qui est ce Y chapeau. Donc cette fonction, c'est ce qu'on cherche à apprendre. En machine learning, c'est souvent ça qu'on fait, quel que soit l'algorithme qu'on utilise. C'est ce qu'on va faire pour les réseaux de neurones, mais c'est vrai pour bien d'autres méthodes d'apprentissage automatique. Donc, on va faire une prédiction qui va être imparfaite. Je vais prédire quelque chose qui va ressembler à ça. Alors, au début, quand mes W ne vont pas être très bien trouvés, je vais prédire quelque chose d'assez mauvais. Et puis, petit à petit, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer ce que j'ai prédit avec ce que j'aurais dû prédire à travers une fonction qu'on appelle une fonction de coût, une loss, qui chez moi va souvent s'appeler J. Donc, cette fonction de coût, elle dépend bien sûr de ce que j'ai prédit, donc ce f de xw là, et ce que j'aurais dû prédire, donc le vrai Y, la vérité terrain, qui est ici. Et puis, ça va me permettre d'estimer l'erreur que je fais. Et cette erreur-là, je vais l'utiliser pour mieux apprendre. Donc,
L'apprentissage par réseau de neurones se fait de manière séquentielle. En fait, on va apprendre en voyant les exemples les uns après les autres. Mais dans plein d'autres algorithmes de machine learning, on va voir toutes les données d'un coup. Mais c'est vraiment ce processus-là qui est en jeu. Donc, on va essayer de mettre à jour les poids pour réussir à diminuer l'erreur. Donc, ce processus-là, encore une fois, dans notre cas, on va le répéter, on va prédire, on va mettre à jour jusqu'à potentiellement arriver à prédire le mieux possible à la fin. C'est-à-dire qu'on veut que cette fonction f, ce soit la meilleure possible. Donc, on veut trouver les W qui vont rendre f la meilleure possible. Alors, ce système-là, vous le connaissez depuis que vous êtes petit, presque. Donc, vous avez, je pense, tous fait des régressions linéaires une fois dans votre vie, au moins. Donc, l'idée, c'est que vous avez un ensemble de points et vous voulez trouver, par exemple, là, vous avez juste une dimension. Donc, chaque point est décrit par un attribut. Donc, c'est mon axe des X en bas. Je vais prédire ce qui se passe en Y. Et en fait, ce que je veux, c'est trouver la droite. Donc, à droite, l'équation y égale à x plus b, vous vous souvenez? Donc, moi, ça va s'appeler W0 plus W1x, mais c'est bien le AX plus b, ça ne va pas changer. Ce W0, là, quand vous apprenez une droite, y égale à x plus b, il y en a un qui est le coefficient directeur et l'autre qui est l'ordonnée à l'origine. D'accord. Et ben, en fait, cette ordonnée à l'origine, moi, c'est ce que je vais appeler mon biais. Donc, le W0, c'est ce que je vais appeler mon biais dans le reste de la présentation. Et donc, qu'est-ce que je cherche à faire quand je fais une régression linéaire? Ben, en fait, je cherche à trouver la droite telle que pour chaque point X, ce que j'ai prédit, donc qui est sur la droite, évidemment, donc la valeur qui est sur la droite, et ce que j'aurais dû prédire, et pour tous les points de mon nuage de points, la plus petite possible. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, je résous un problème d'optimisation. En l'occurrence, je minimise quelque chose. Ce quelque chose, c'est ce que j'appelle ma fonction de coût, ma loss. Et donc, je vais chercher à minimiser ici la différence au carré. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'en fiche que ce soit en haut et en bas. Donc, ça, c'est ce que je prédis, le f de xw, là. C'est celui-là. Bon, il n'a plus de grand f, mais c'est toujours le même. Moins yi, ça, c'est ce que j'aurais dû prédire. C'est ma vérité terrain. Et puis, au carré, parce qu'en fait, on ne veut pas qu'au-dessus ou en dessous de la courbe, ça pose des soucis. Et pourquoi j'ai un demi là? Ben parce qu'en fait, je vais minimiser. Et comme je vais minimiser, je vais dériver. Donc, ça, c'est une fonction quadratique. Elle est sympa. Si j'avais un tableau, je vous montrerais une jolie parabole. Et vous vous souvenez vaguement de vos cours de lycée, peut-être. Mais en fait, quand votre fonction elle est convexe, elle a un minimum global qu'on peut trouver en dérivant la fonction et en regardant quand est-ce que la dérivée s'annule. Vous vous souvenez vaguement de ça? Et bien ça, pour la régression linéaire, ça marche très très bien. Et comme on va dériver ce truc-là, on va se retrouver avec des 2 un peu partout. Et comme minimiser ça ou minimiser la moitié de ça revient au même, parce qu'on cherche à trouver les W qui vont minimiser ça, ou chercher les W qui minimisent la moitié de ça, c'est les mêmes. Mais on a bien envie de mettre des petits demi de temps en temps pour pouvoir annuler les 2. C'est juste pour que les calculs se simplifient après. D'accord? Pas de souci là-dessus. Donc, les fonctions de coût, celle-ci, c'est la mean squared error. Elle est très connue, elle va revenir. Voilà, c'est pour ça qu'elle a un demi avant. Je dis des choses comme ça, vous avez le droit de me regarder en disant vous avez aussi le droit de me dire regarder en disant oui, incroyable, parce que des fois c'est important pour nous. Donc ça, c'était juste pour vous dire que en fait cette histoire d'apprendre une fonction, vous savez faire. Et donc les réseaux de neurones, et ben en fait, bon, ça date pas d'hier, ça date plutôt des années 50. Le début. Et en fait, là, on part de plutôt, on s'est dit, nous, okay, alors on veut faire une machine pensante. Donc, c'est l'IA, je ne vous fais pas le cours d'intro à l'IA, mais on veut faire une machine pensante. Nous, on pense avec quoi? On pense avec nos neurones. Est-ce qu'on ne pourrait pas modéliser les neurones? Enfin, l'intuition était sympathique. Donc, l'idée, c'est qu'on va essayer de modéliser nos neurones
on va voir que, enfin, en tout cas, de mon point de vue, l'analogie biologique, elle s'arrête très vite. Hein. Mais bon, ça commence comme ça. Donc, on a, on va dire, un ensemble de neurones qui va recevoir des inputs, des entrées, d'autres neurones, dans notre cerveau beaucoup, à travers des synapses. D'accord. Ces inputs, on va dire qu'elles sont globalement sommées, c'est-à-dire qu'on récupère tout, on somme. OK. Dans notre cerveau, je ne suis pas sûre que ce soit exactement comme ça, mais pour la modélisation, on va dire la première, c'était déjà pas mal. Et puis, ce qui va être modélisé, c'est que si l'ensemble de mes inputs, la somme de l'ensemble de mes inputs est suffisamment importante, alors je vais activer mon neurone et en l'activant, je vais transmettre un signal vers les neurones qui sont à la suite, qui sont connectés à ce neurone-là. Donc, dans la modélisation originelle même, l'activation, elle est binaire. Soit on active, soit on n'active pas. Donc, la fonction qui va décider si on active, c'est une fonction de seuil. Soit on est en dessous du seuil et on n'active pas du tout, soit on est au-dessus du seuil et on active complètement. D'accord. Voilà. Donc, on a un modèle qui date de 1943, le modèle de Makulov et Pitts, qui fait exactement ce que je vous ai dit là. Donc, les spikes, c'est le courant électrique va être interprété en tant que fréquence de courant électrique. On va avoir quelque chose qui est assez essentiel, qui est que les synapses sont des tuyaux de plus ou moins grosse longueur. Et ce qui va permettre au neurone de donner plus ou moins de signal à son voisin, au neurone auquel il est connecté. Donc, il va y avoir des poids associés aux synapses. Et puis, on va avoir des excitations qui sont soit positives, c'est-à-dire qu'on a passé le seuil, soit négatives. Et donc, ça, c'est le modèle de 43 sur lequel, ensuite, on a mis une machine à apprendre, assez basique, vous allez voir. Et je commence par là. Donc, encore une fois, si vous avez déjà vu ça 20 fois dans vos cours, je m'excuse, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je pense qu'il faut le faire au moins une fois. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, 43 le modèle. Après les années 50, on commence à mettre des algorithmes d'apprentissage là-dessus. Dans les années 80, on est passé à quelque chose d'un peu plus évolué où on a un réseau de neurones, parce que là, pendant, je pense, le bon premier quart d'heure de mon cours, on va en avoir un et on va voir que c'est un peu limité. Donc, au début, super, on a réussi à modéliser le cerveau et en plus, on a trouvé une manière d'apprendre quelque chose avec ces neurones. Donc, tout allait bien pour l'IA, qui faisait autre chose pendant ce temps-là que des réseaux de neurones, bien sûr, mais au moins sur les réseaux de neurones. Et puis, là, il manque un zéro. En fait, dans les années 90, au moins sur les aspects réseaux de neurones, on ne voyait pas finalement très bien à quoi ça allait servir. Ça ne marchait pas super bien. Donc, on se dit, oulala, c'est complètement has-been ce truc, il faut arrêter. Les réseaux de neurones, ça ne sert à rien. Et du coup, il y a eu une longue traversée du désert pour les gens qui faisaient des réseaux de neurones. Donc, ça a été le cas de Yann Lequin, Vinson et tout ça. Pendant un moment, il ne fallait pas parler de réseaux de neurones dans les conférences d'IA ni de machine learning, à vrai dire. Et puis maintenant, vous savez tous, maintenant, on ne sait même pas le but. Enfin, en tout cas, il y a une confusion générale qui reste une confusion entre machine learning et deep learning. D'accord, on a l'impression que tout le machine learning parle de deep learning ou inversement, équivalence. Ce n'est pas le cas. Quand je fais un vrai cours d'IA, une vraie introduction, j'essaie de montrer plus de choses qui n'ont rien à voir avec le deep learning que le machine learning, mais que du reste. Il y a plein de variantes de réseaux de neurones. Bon, j'en parlerai un petit peu dans mon cours et de qu'est-ce que vous pouvez en faire de tout ça. Et on est d'accord qu'on s'est très éloigné de l'aspect biologique du cerveau. On n'est plus là-dessus. Alors, pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui? Parce que ça a beaucoup d'applications. Mais vous allez voir que les applications, finalement, elles sont restreintes à des domaines assez particuliers dans lesquels le signal, la donnée,
a une forme assez particulière. Donc, ça va être très efficace pour tout ce qui va être vision par ordinateur. Donc, quand la donnée de départ est une image, ça va être très efficace pour tout ce qui va être traitement de la parole, par exemple. Quand la donnée du départ est un signal sonore. Et ça va être très efficace pour le texte, qui est aussi quelque chose de très structuré. Voilà, il y a des tas de débats sur est-ce qu'on apprend réellement, est-ce que les réseaux de neurones apprennent réellement. Je pense que vous allez potentiellement avoir des réponses cette semaine, dans le sens où c'est lié à la deuxième partie de mon exposé, c'est lié au thème de votre école là. Bon, la réponse est non, mais on veut le mettre en évidence. Voilà. Ouais, je ne suis pas très bonne pour le suspense, mais bon. Donc, on va voir quand même qu'est-ce qu'on apprend avec les réseaux de neurones. Et donc, c'est le but de ce cours. Donc, je commence par le début. Et donc, le début, c'est le modèle qui est issu du modèle de 43 dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle le perceptron. Donc, le perceptron, il a les specs. Hein, il sait qu'il doit faire une genre de somme. Après, il doit rendre un signal si cette somme passe un certain seuil. Et voilà. Et donc après, il faut qu'on essaye de voir si on peut apprendre les poids, donc le diamètre des tuyaux synaptiques, si vous voulez, automatiquement. Donc ça, c'est dû à Rosenblatt au début. On va voir que en fait, ce qu'on apprend, c'est des classifieurs ou des discriminants linéaires. Donc, ça a quelques limitations. On va voir ça rapidement. Et donc, le tout début, ce que je vous disais, la fonction d'activation, comme on voulait que ce soit activé, soit pas activé, ben, c'était un step. Le step a des propriétés désagréables en termes de dérivabilité. Et du coup, en fait, petit à petit, on va changer ça. Mais au début, et donc pour mes 5 prochaines minutes, on a un neurone qui va faire la somme pondérée de ses entrées. Donc ces entrées, c'est x1, x2, x3, ce qu'on veut, autant d'entrées qu'on veut. On va avoir des poids associés à chacune des entrées et un poids W0 qui correspond au biais, comme dans ma régression linéaire de tout à l'heure. D'accord ? Donc, on va faire la somme pondérée de mes entrées et on va le passer dans une fonction d'activation pour savoir si on active ou on n'active pas. Donc, concrètement, ça marche comme ça. Je dois être juste devant la caméra, ça doit être très désagréable pour les gens. Bon, c'est pas grave. Donc, la fonction de step, c'est ce que je viens de dire. Alors, soit la somme pondérée, donc le biais là, pour le voir, et parce qu'il n'est pas directement associé à une entrée, des fois on le sort de la somme. Mais soit je pars de i, c'est ma première entrée, soit je pars de i égale 0 si je veux que ce soit mon biais. Il ne faut pas vous stresser avec ce biais. Quand je donne des cours à mes étudiants, ils disent « Mais c'est quoi ce truc qui sort de nulle part ?» C'est pas grave, en fait, c'est juste, ça va permettre de déplacer la fonction. Comme pour la régression linéaire, ça permettait de bouger leurs données à l'origine, d'accord ? Ça va permettre d'avoir des fonctions qui sont, on va pouvoir paramétrer mieux, en fait. Mais pas de panique, pas grave. Donc, concrètement, là, j'ai 2 entrées, 1 et 2. Comment je calcule ma sortie ? Eh bien, je fais 1 fois, ça c'est le poids qui est associé à cette entrée-là, donc 1 fois 0,3, plus 2 fois 0,5, ce que j'écris là, plus, alors, le biais. Si vraiment on a envie de mettre dans la somme, ben, on n'a qu'à lui dire qu'il a une entrée associée avec qui est toujours 1. Comme ça, hop, on le rentre dans la somme. On a une belle somme sur i allant de 0 à... Et puis le x0, c'est toujours 1. Comme ça, on s'en fiche. On peut juste apprendre le w0, nous. Donc, on fait moins 1 fois 1, ou moins 1, quoi. Et du coup, on se retrouve avec ça. 0,3. OK, j'ai juste sommé. Vous m'arrêtez, c'est l'avantage chez des gens en face de moi, c'est magnifique. Et donc, vous avez le droit de me regarder avec des yeux globuleux si vous ne voulez pas lever la main, vous ne pouvez pas vous trahir. Et je m'arrête. C'est pas mal.
Du coup, on fait cette somme et puis on va tester. Si elle est strictement supérieure à 0, en l'occurrence là, on est à 0,3, on est strictement supérieur à 0, alors la sortie, ce sera 1. Sinon, la sortie, ce sera 0. Donc là, en l'occurrence, la sortie de mon neurone, c'est 1. Comment on apprend? Donc, apprendre, c'est quoi? C'est apprendre ces poids, là. C'est ça qu'on cherche à apprendre. Donc, comment on apprend? Bah, au début, on les initialise de manière aléatoire, ces poids. Alors, dans le perceptron original, on les initialise entre -1 et 1. Maintenant, on est vachement plus créatif que ça. On présente nos entrées les unes après les autres. Donc, c'est quoi une entrée? Bah, là, c'est mon vecteur de 1. Ça, c'est mon entrée. Puis, on calcule la sortie, comme je viens de faire là. Ça, c'est la sortie. OK. Et on va comparer cette sortie Y chapeau avec la sortie attendue. Donc là, admettons que j'attendais 1. Si j'attendais 1, j'ai prédit 1, tout va bien. Je ne change pas mes poids. Puisqu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'erreur en fait. Par contre, si la sortie c'était 0, ben, on va voir, on va faire une petite opération. Et très compliqué, soustraire Y chapeau et Y. Et en fait, on va mettre à jour les poids de manière à ce qu'on se rapproche de la sortie attendue. Et on va recommencer ça. Donc, on reprend l'étape 2, encore et encore. Donc, on présente un nouvel exemple. On calcule sa sortie, on la compare à la sortie attendue. Ça ne va pas, on met à jour les poids, on reprend un exemple, etc. etc. Donc, la règle pour le perceptron de Rosenblatt, c'était celle-ci. Elle préfigure un peu ce qui va arriver après, au niveau des notations. Donc, ça, c'est mes poids, chacun de mes poids, WI, tous, à l'étape T plus 1. Donc, T plus 1, c'est l'étape suivante, c'est l'exemple suivant, si vous voulez, enfin, la mise à jour suivante. Donc, à l'étape T plus 1, mon poids, c'est quoi? C'est le poids que j'avais avant, plus un petit delta quelque chose, où on va travailler sur le poids que j'avais avant. D'accord? Une petite variation de ce poids. Une petite variation qui va forcément dépendre de l'erreur que j'ai faite. Donc, la façon de calculer l'erreur, ben là, par exemple, on va juste faire la différence entre la sortie calculée et la sortie attendue. Donc, U, c'est la sortie calculée. C'est mon f de xw. Y, c'est ma sortie attendue. Je vais avoir un truc un peu bizarre, là, c'est... Pour l'instant, je ne vous en parle pas, il va être égal à 1 pour l'instant. Et xi, c'est mon entrée, évidemment. Je vais bouger de combien? Bah, ça va dépendre de l'erreur que j'ai faite et de mon entrée, parce que ce que je veux, c'est... je veux que ça dépende aussi de mon entrée. Donc, cette règle-là, pour Rosenblatt, je l'applique bêtement. D'accord? Donc, voilà, j'y vais. Donc, si Y, donc ma sortie attendue, c'était 0, ah, bah, je me suis trompée, parce que moi, j'ai calculé 1, c'était la... Donc, mais oui, on n'a pas de progrès. Donc j'ai 3 poids, W0, W1, W2, je les mets tous à jour. Donc, mon poids W0 à l'étape T plus 1. Je vous rappelle, W0, c'est mon biais, il était à -1 tout à l'heure. Donc, c'est -1, ce qu'il y avait avant. Plus quoi? Bah, plus ma sortie attendue, 0, ma sortie calculée, 1, fois l'entrée. Je vous ai dit que l'entrée associée au poids, c'était toujours 1. Donc, fois 1. Et donc là, ça me donne -2. Donc, mon W0 à T plus 1, c'est-à-dire à l'étape prochaine, au lieu de partir avec un point de -1, ben, je pars avec un point de -2. Et a priori, ça me rapproche de mon 0 que j'attendais. D'accord? Donc, si on peut d'ailleurs tester, normalement, avec ces poids-là, vous reprenez la même entrée avec des poids différents. Vous êtes soit arrivé à 0, ça ce serait super, soit vous vous êtes rapproché du 0. Donc, vous étiez à 0,3 sur votre sortie d'avant et vous voulez vous rapprocher du 0 pour basculer de l'autre côté au niveau de votre seuil. Et donc, ces poids-là doivent vous permettre de basculer de l'autre côté. Hop. Donc, comment ça s'utilise? Eh bien, en fait, facilement.
un neurone, notre perceptron de Rosenblatt. Alors, le problème, c'est que la fonction seuil, comme je vous disais, c'est binaire. Donc là, pour le coup, il vaut mieux que la sortie soit binaire. Donc 1, 0, on a la maladie, on n'a pas la maladie. C'est quoi les entrées? Et bien, les entrées, ça va être toutes les caractéristiques, c'est toute votre description de votre donnée. Donc chaque XI, c'est une des caractéristiques. Par exemple, si vous avez des personnes, vous avez un formulaire, quelqu'un remplit. Pour tous les champs, il remplit une valeur. Par exemple, les champs âge, sexe, est-ce que vous avez de quel type de douleur vous avez, cholestérol, etc. etc. Donc, tout ça, on a ces valeurs-là. Et puis après, on a est-ce que cette personne-là est malade ou pas, donc 1 ou 0. Donc ça, c'est mon ensemble d'apprentissage. Et ça, chaque élément-là, c'est un de mes XI. Donc ça, c'est X1, ça, c'est X2, etc. Et donc chaque personne est décrite avec un vecteur XI. Avec un vecteur X fait de XI. Donc ça, c'est mon ensemble d'apprentissage. Et je peux apprendre un modèle, une fonction qui va me permettre de séparer dans mon espace de départ. Alors, un peu plus dur que... un tout petit peu plus dur que ma droite tout à l'heure quand je faisais de la régression linéaire, parce que j'étais en 1D. Là, je suis potentiellement en ND, d'accord? Mais en fait, ça reste linéaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vais apprendre, c'est des plans, des hyperplans. Je vais passer 2D, etc. Alors, on peut faire des tas de choses avec ça, du moment que ce qu'on cherche à séparer, ce soit ce qu'on appelle linéairement séparable, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les deux espaces de points que je cherche à séparer avec leur classe, ils soient séparables par quelque chose de linéaire, un plan, une droite, en fonction de la dimension. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire pas séparable? Ça veut dire que, par exemple, j'ai un petit blanc qui est là, un petit noir qui est là-bas, ou même juste un petit blanc qui est là, ça va par là. En fait, je n'arrive plus à trouver en 1D une droite, en 2D un plan, etc. Je n'arrive pas à trouver un séparateur linéaire qui arrive à me mettre d'un côté les éléments d'une classe et les éléments de l'autre. Malade, pas malade, homme, femme, ce que vous voulez. Chat, chien, chaton plutôt. Donc ça, en fait, c'est trouvé. Le perceptron, donc un neurone avec la fonction step là. Et on a un théorème qui dit, s'il y a un séparateur linéaire, un linéaire discriminant là, s'il y a un séparateur linéaire qui existe, il le trouve. Donc ça, c'est super. Par contre, s'il n'existe pas, il part dans les limbes de l'oubli, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est quand est-ce qu'on s'arrête d'apprendre. Et si jamais il n'arrive pas à converger, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à trouver des poids qui sont suffisamment stables pour être cohérent avec la sortie attendue, donc ce qu'on va prédire n'est jamais cohérent avec ce qu'on aurait dû prédire, et bien on se retrouve à apprendre à la fin. Alors, oui, ce learning rate, c'est ce qui va dire de combien on se déplace. Donc, je vous ai dit, la règle de base, et celle-là, elle va revenir. Hein. La règle de base, c'est les poids à l'étape t plus 1, c'est les poids à l'étape t plus quelque chose. Et ce quelque chose, il va dépendre de mon learning rate, là. Et donc, ce quelque chose, il est d'autant plus grand. Donc, on va changer nos poids d'autant plus que ce C-là va être grand. OK? Je vais revenir dessus et je vais vous parler de ci un peu plus tard pour mon C, mais pas tout de suite. Donc, voyez-le comme ça, quelque chose qui nous accélère l'apprentissage. Dans les réseaux de neurones actuellement, quand on fait de l'apprentissage par réseau de neurones, il est plutôt de l'ordre de 10-3, 10-4, 10-5. On est plutôt là, donc pas 1. Mais alors, j'avais un super exemple, mais sans tableau, ça va être un peu... c'est juste pour que vous compreniez ce qui se passe. Donc, le perceptron est super pour apprendre des concepts booléens, des formules booléennes, par exemple. Par exemple, si vous voulez apprendre A ou B
D'accord? A ou B, vous savez que A ou B est vrai si A est vrai ou B est vrai. D'accord? Donc, je peux vous mettre la table de vérité, vous la visualisez. C'est bon? Normalement, c'est là que je... Donc, j'ai deux variables booléennes, A et B, qui peuvent prendre les valeurs 0 ou 1 chacune. Et donc, en fait, je vais proposer à mon réseau. Mon réseau, c'est un neurone, perceptron, Rosenblatt, toujours pareil. Il a deux entrées, A ou B, qui vont prendre les valeurs soit 0, soit 1, chacune d'entre elles. J'ai un biais, x0. Ce biais-là, donc, enfin W0, pardon, le biais. Ce biais-là, il associe une entrée x0 qui sera toujours à 1. Je vous ai dit, ça ne sert à rien de s'embêter. Comme ça, on fait une somme pondérée de tous les x0, w0 en partant de 0 et on prend x0 égale à 1. Donc, c'est ça qui se passe ici. Mes entrées, x0, elle est toujours égale à 1. x1 et x2, bah, là, je suis en train de compter le binaire, quoi. Donc, ça va être au début 0, 0, puis 0, 1, 1, 0, 1, 1. Puis, en fait, je vais recommencer. Parce que j'ai le droit de voir plusieurs fois le même ensemble d'apprentissage. C'est un ensemble, j'ai deux variables booléennes. Mon ensemble d'apprentissage, il y a 4 exemples. Hein. J'ai 4 manières enfin, je peux coder que jusqu'à 4, vous savez. Donc, en fait, j'ai que 4 exemples dans mon ensemble d'apprentissage, mais peu importe, je peux apprendre quand même parce que je peux les revoir. Si je n'ai pas eu bon, je peux les revoir. Alors, ce qui est top quand on a 4 exemples d'apprentissage, c'est que quand est-ce qu'on a appris quelque chose? On a appris quelque chose quand la sortie de mon réseau, peu importe mes entrées, me rend la sortie qu'aurait dû rendre le ou logique, c'est-à-dire doit me rendre 1 si A égale à 1 ou que B égale à 1. D'accord? Et 0 si les deux sont égaux à 0. Donc, c'est un processus itératif, comme je vous ai dit. Donc, à l'étape 1, on initialise les poids n'importe comment, par exemple 0, 1, moins 1. 1, ça, c'est le poids associé au biais, ça, c'est le poids associé à la première entrée, donc A ou B. Hein, donc, ça, c'est le poids associé à A, ça, c'est le poids associé à B. Donc, ça, c'est initialisé aléatoirement. Je vais présenter mes entrées. Je vais calculer ma somme pondérée. Donc, bah, là, 1 fois 0, 0 fois 1 et 0 fois moins 1. C'est pour ça que je l'ai mis sous cette forme-là, parce que comme ça, on fait la même chose pour tous, mais on ne traite pas le biais différemment. Ça, c'est ce que je calcule. Ma sortie, bah, si ça, c'est strictement supérieur à 0, ma sortie, c'est 0. Sinon, c'est 1, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est mon true label, on le connaît, hein, puisqu'on sait que si... donc, c'est ma vérité terrain, on sait que si on a 0, 0, on doit rendre 0, et dans tous les autres cas, on doit rendre 1. C'est la vérité du ou logique. On calcule la mise à jour des poids, et une fois qu'on l'a calculé, bah, on prend les nouveaux poids pour l'étape suivante. Bah, là, par exemple, la sortie attendue, la sortie calculée, c'est la même, donc bah, les poids n'ont pas changé d'une étape à l'autre. Mais par contre, on va lui montrer un nouvel exemple, et donc ça va potentiellement changer les poids. Et on continue. Alors, 2 points de vocabulaire. À chaque fois qu'on voit tout l'ensemble d'entraînement, 4 exemples ici, ça s'appelle une époque. Et quand est-ce qu'on s'arrête? Ben, par exemple, si pendant toute une époque, on n'a pas changé les poids, on a démarré. Donc, pour mes étudiants en examen, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, si vous avez vu toute une époque et que vous n'avez pas changé vos poids, vous arrêtez. C'est non. Donc, ils ne sont pas contents après moi. Mais en fait, il y a d'autres manières de s'arrêter. Concrètement, en général, pour les réseaux de neurones, on décide d'un certain nombre d'époques. On va dire, je vais faire 5000 époques ou je vais faire 10 époques. Ça dépend de votre jeu d'entraînement, en fait, de la taille de votre jeu d'entraînement, et puis je m'arrête. L'expérience montre que quand on a un gros jeu de données, je ne fais pas un cours de machine learning de pourquoi il faut beaucoup de données pour apprendre beaucoup de paramètres. Si d'ailleurs, tiens, pourquoi il faut beaucoup de données pour apprendre régression linéaire. Combien il y a de droites possibles si vous avez un exemple, une infinité. Combien il y a de droites possibles quand vous avez 2 exemples, une seule. D'accord? On sent bien qu'il y a un seuil qu'il faut passer, donc un seuil d'exemple qu'il faut passer pour trouver le meilleur modèle. Sinon, le meilleur, c'est tout ce qu'on veut. Donc, bon, c'était juste un aparté pour dire, parce que des fois, on me demande combien d'exemples, on en reparlera, mais bon. Après, je fais à la louche, hein, mais ce n'est pas forcément parce qu'on est en 1D qu'il faut 2 exemples et ce n'est pas généralisable pour tout.
Mais en général, on veut plus d'exemples que de paramètres communs. Quand on arrive à 14 millions de paramètres, eh ben, on se débrouille pour avoir plus d'exemples que de paramètres à apprendre. Donc, ça, c'est le ou. Et alors, le problème, c'est le ou exclusif, quoi. Pourquoi je vous l'ai représenté là. Donc, ça, c'est la variable, c'est A ou exclusive B. Ça, c'est la variable A, elle peut prendre soit 0, soit 1. Ça, c'est la variable B, elle peut prendre soit 0, soit 1. Et en jaune, là, c'est la sortie du ou exclusif. D'accord? Le ou exclusif, c'est A ou B doivent être vrais, on a les deux en même temps. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, si A est égal à 1 et que B est égal à 1, la sortie, ça doit être 0. Ah, mais là, c'est compliqué parce que ce n'est pas linéairement séparable. Parce que moi, je ne sais pas faire une droite qui me met d'un côté les 1 et d'un côté les 0. Alors que tout à l'heure, c'était top parce que j'avais des 1 partout là pour mon ou normal. J'avais des 1 partout là et un 0 là, puis des droites qui séparent les 0 de 1, j'en ai des tas. Donc, je vais finir par en trouver une. Bien. Et là, je peux pas. Mon problème n'est pas linéairement séparable. Ah, zut, mon perceptron de Rosenblatt, il ne fonctionne plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, d'abord, on déprime quand on est chercheur. Et après, on dit, peut-être qu'on peut faire mieux que ça. Et donc, en particulier, peut-être qu'on pourrait combiner des neurones. Voilà. Donc, pourquoi combiner, c'est une bonne idée? Eh bien, parce que donc, un neurone, on a dit que ça nous faisait un séparateur linéaire, une droite, un plan, une hyperplan, ce que vous voulez, mais linéaire. Et en fait, quand on va combiner, on va commencer à avoir des séparateurs qui deviennent non linéaires. Par exemple, si on a deux neurones, on va commencer à combiner ces séparations-là et potentiellement à avoir ce type de forme-là, qui vont commencer à nous aider pas mal. C'est pour ça qu'on combine. Ah, j'ai un exercice, mais sans tableau, ça va être un petit peu tendu. Mais c'est juste pour vous expliquer qu'on arrive vite à résoudre le problème du XOR avec des neurones. Donc, au début, je vous demande, je ne vais pas vous le demander là, mais parce qu'on peut avancer un peu, mais juste pour que vous compreniez ce que j'ai en tête. Donc, cette fonction-là, on a vu que les fonctions booléennes, du moment qu'elles étaient linéairement séparables, avec un neurone, on modélise très bien. C'est-à-dire quoi modéliser très bien? Ça veut dire qu'on arrive à trouver une fonction qui, étant donné deux variables booléennes A et B, m'apprend ma formule booléenne A ou B, A et B, ce que je veux, quelque chose de linéairement séparable. Je peux vous refaire le dessin pour vous montrer pourquoi A et B est linéairement séparable, mais je pense que c'est bon. J'ai des yeux quand même pas très globuleux, vous avez l'air éclairés, tout, c'est assez... ou alors j'ai des gens qui baissent les yeux complètement, et ça, je ne sais pas interpréter. Enfin. Donc, par exemple, on peut faire A et non B, par exemple. Et donc ça, ce que je demande pour sentir un peu les choses à mes étudiants, c'est de le faire à la main. C'est-à-dire qu'ils n'apprennent pas, ils ne font pas le gros tableau de mon slide précédent. Ils essayent à la main de me trouver quel poids ils devraient mettre pour qu'en sortie, quel que soit A et quel que soit B, la formule A et non B soit satisfaite. Et donc, la formule A et non B soit vraie quand elle doit être vraie et fausse quand elle doit être fausse. D'accord? Pourquoi je leur fais faire ça? Parce qu'après, je leur dis, et donc maintenant, je vous ai dit, un neurone, ça ne va pas pour faire le XOR. Et donc, essayez de me faire deux couches de neurones. Alors là, déjà, ils commencent à me regarder un peu mal. Ça va? Donc, deux couches de neurones pour répondre au problème de XOR. Et les malins parmi vous, tous, donc, vous savez que le XOR, il peut s'écrire aussi comme ça. Donc, A et non B ou non B et A. Et que la fois d'avant, on a appris le neurone qui faisait du ou, celui-là. Là, juste avant, on en a un qui fait du A et non B. Donc, il doit savoir faire du non B et A. Hein. Il suffit de lui inverser ses entrées.
Ça va jusque-là, vous me suivez? Et donc, ce qui est super sympa, c'est que en fait, avec deux neurones qui font la même chose, c'est-à-dire cette formule-là, et un neurone qui va faire le OU des sorties des deux autres, celui-là, là, et ben, on a directement notre réseau de neurones qui nous apprend le XOR en deux couches. La première couche qui contient deux neurones, qui doit faire deux fois cette opération-là, enfin, celle-ci et celle-ci, connectées aux mêmes entrées, c'est juste que les poids sont inversés. Il y en a un qui va prendre non B et A, l'autre qui va prendre A et non B, mais les poids sont inversés simplement. Donc, en fait, on est typiquement sur ce genre de structure-là. Hop, hop, hop. Celui-là, il apprend non B et A. Celui-là, il apprend non A et B. Et celui-là, il apprend le OU de ces deux trucs-là. Donc, en sortie ici, on a le XOR. Juste avec un réseau de neurones deux couches. Alors, c'était quoi mes deux couches? Ben, c'était celle-là et celle-ci. Celle-là a deux neurones et celle-ci a un. Là, c'est magique. On sait exactement combien de neurones on a besoin pour apprendre le problème. Ce n'est pas toujours aussi facile. Je vais revenir dessus. Et vous avez le droit de me poser des questions, de m'interrompre aussi, c'est possible. Hein. Donc voilà, on va empiler maintenant, parce qu'on a vu qu'il y avait des problèmes qui n'étaient pas linéairement séparables. En fait, dans la vraie vie, ils ne le sont jamais. Et donc, on a besoin d'empiler un peu. Alors maintenant, la question à 10 000 €, c'est combien de neurones dans chaque couche? Combien de couches? Et comme on ne sait pas, a priori, parce que le XOR, on maîtrise, mais la plupart du temps, on ne maîtrise pas très bien, et ben on va juste mettre beaucoup pour être sûr qu'on dépasse le stade où on arrive à modéliser. Donc, comment ça marche? Ben, au lieu d'avoir donc là, j'ai toujours mes entrées. J'ai un biais associé à chacun des neurones dans chacune des couches, qui est toujours associé à une entrée fictive à 1. On est d'accord, on s'en fiche de ça, c'est juste parce que j'ai besoin d'apprendre le W qui correspond à mon neurone. Okay, et en fait, je vais connecter toutes mes entrées à tous mes neurones, ce qui était déjà le cas dans mon exemple du XOR juste avant. Hein. Et en fait, du coup, je me retrouve, au lieu d'avoir un vecteur de poids, à avoir une matrice de poids, mais sinon, je n'ai pas beaucoup changé la manière dont je vous explique le problème. C'est toujours la transposée du vecteur d'entrée. Éventuellement, ce n'est pas forcément un vecteur, ça peut être aussi une matrice, mais c'est le cas, par exemple, pour les images. Et ce W-là, bah, lui aussi, ça devient une matrice. Puis on va faire du produit matriciel des entrées pour avoir la sortie multipliée par les poids. Donc, des entrées multipliées par les poids pour avoir la sortie. Et on a toujours cette fonction H, là, la fonction d'activation. Comme je vous disais tout à l'heure, on abandonne assez rapidement historiquement, on abandonne assez rapidement le step. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on n'apprend pas exactement pareil ce type de réseau-là que mon perceptron tout seul. On n'a pas notre belle règle de Rosenblatt que je vous ai montré tout à l'heure. On va devoir faire des dérivés. Et en fait, on peut avoir autant de sorties qu'on veut, ça c'est pratique. Parce qu'avant, on avait une sortie qui était soit 0, soit 1. En fait, chaque neurone de sortie de la dernière couche, lui, il peut donner une sortie différente. Ça, c'est sympa parce qu'il y en a un qui peut prédire les chats, l'autre qui peut prédire les chiens, etc. Et puis, on peut regarder, si celle-là est à 1 et les autres sont à 0, ben, on prédit chat, etc. Et donc, ce H-là, ben, au tout début, historiquement, on a cherché la fonction qui se rapprochait le plus du step qui soit dérivable en tout point. Et celle-ci, c'est la sigmoïde, qui est celle qui est là. D'accord. Donc, le step, il est bien franc comme ça. Le problème, c'est que la dérivée sur cette partie-là, ça ne le fait pas. Et la dérivée sur les deux autres côtés, elle est nulle. Comme la dérivée est nulle, ça ne nous apporte pas beaucoup d'informations. Elle est nulle partout. Donc ça, ce n'est pas génial. Alors que la sigmoïde, elle n'est pas... c'est smooth, là, on va pouvoir approximer notre fonction step, mais avec une fonction dérivable. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit.
Donc, la fonction step, on l'abandonne. Les deux qui ressemblent le plus, c'est la tangente hyperbolique et la sigmoïde, qui ont un peu la même forme. Donc, c'est celles-là qui vont historiquement être utilisées au tout début. Et puis, en fait, maintenant, et je vais vous expliquer pourquoi, avoir des valeurs de sortie entre -1 et 1 ou entre 0 et 1 pour la sigmoïde, ce n'était pas forcément très intéressant. Et donc, maintenant, ce qui est utilisé, c'est la rectified linear unit, et puis toutes ces variantes. Il y en a des tas. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit que, finalement, elle se rapproche un peu du seuil, hein, mais elle dit que si on est... Alors, souvent, elle est à 0 ici, là. Donc, si on est en dessous de 0, donc si la valeur, la somme pondérée de ce qui nous arrive sur le neurone, après avoir calculé cette somme pondérée, elle est négative, on rend 0. Donc, on coupe en fait tout ce qui arrive de manière négative. Et si elle est positive, on rend exactement ce qu'on a calculé. Donc, exactement la somme pondérée. Donc, on rend x, y égale x. Donc, c'est ça que ça fait, la revue. Ça rend le max entre 0 et x. Donc, si x est inférieur à 0, ça rend 0. Et si x est supérieur à 0, ça rend y égale x. OK? C'est ça que ça fait. Donc, les petits exemples que je vais vous montrer, ça utilise encore celle-ci. Parce qu'on sait, bon, y égale x, la dérivée de x, ça va, par x. Ça, c'est un petit peu plus tordu. On va en reparler. Voilà. Donc, et tout à l'heure, il y avait une couche. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on rajoute des couches? Mathématiquement, on compose des fonctions. Donc, ma sortie, là. Donc, cette fonction-là, sa sortie, elle dépend des entrées. Cette fonction-là, sa sortie, donc c'est les neurones de cette couche-là, leur sortie, elle dépend de ce qui est calculé ici, des poids qui sont ici, bien sûr, et de la sortie de la couche précédente. Donc, on a déjà F2 de F1 de X. Et puis, ce qui est calculé ici, qui est ma sortie finale, c'est F3 de F2 de F1 de X. On fait de la composition de fonctions. D'accord? Ça, on sait dériver. Par contre, on commence à avoir un petit peu de mal à interpréter, quoi. Quand on avait un seul neurone, la sortie, on pouvait dire éventuellement, vu le poids qui est mis sur l'entrée âge de la personne, ça a l'air d'être l'élément important pour décider de, par exemple, s'il a telle ou telle maladie. Quand on en est là pour calculer, ça devient moins clair. Et ça va être un peu tout le problème de l'interprétabilité et l'explicabilité par la suite. Alors, donc ça c'est ce que je vous ai montré là, ça s'appelle un MLP pour Multilayer Perceptron. C'est un peu abus de langage, donc perceptron on a vu tout à l'heure, perceptron plutôt fonction seuil, le step là plus du tout. Donc ici, sigmoïde, tangente, mais peu importe en fait où relient les fonctions d'activation. Pour chaque neurone a sa fonction d'activation. Pas forcément les mêmes sur tout le réseau, en pratique la même sur tout le réseau quand même. Et donc, quelle est la caractéristique du NLP? Oubliez un peu le perceptron, c'est juste que les neurones d'une couche sont connectés à tous les neurones de la couche suivante et de la couche précédente. Mais il y a un aspect quand même, on dit feed forward, donc il y a un aspect vers l'avant quand on calcule, parce qu'en fait, on est connecté, la sortie, l'entrée ici dépend de la sortie qui est ici et la sortie qui est ici, bien sûr, avec ces poids-là, et la sortie qui est ici avec ces poids-là. Et donc, quand on veut calculer la sortie du neurone, on passe du début et on va aller jusqu'à la fin, donc vers l'avant. On appelle feed forward. Donc, le problème avec ces MLP, c'est que comme on a des compositions de fonctions,
eh bien, on se retrouve à devoir avoir des fonctions globales qu'on apprend qui ne sont plus du tout des jolies paraboles comme on avait tout à l'heure. Ça va être des fonctions qui sont non convexes. Ça va, non convexe pour tout le monde? Et du coup, en fait, on va chercher à minimiser, mais on ne peut plus garantir l'optimalité parce qu'il n'y a plus un optimal global, il y a des optimums locaux et des optima locaux. Et donc, ce n'est pas les mêmes techniques qu'on va faire, mais on va quand même chercher à minimiser une erreur, comme je vous l'ai montré au tout début. Et donc, on va utiliser des méthodes de descente de gradient. Et puis, l'autre problème, c'est qu'on sait bien calculer l'erreur à la sortie du réseau parce que on a directement ce qu'on avait calculé, puis on a directement l'erreur qu'on fait. Donc, celle-là, cette erreur-là, on sait très bien la calculer. Mais l'erreur que font chacun des neurones à l'intérieur du réseau, ça dépend des poids qu'il y avait entre les couches et tout ça. Donc, c'est plus compliqué que ça. On va devoir avoir un autre algorithme qui est développé dans les années 80 par, entre autres, le CAIN, mais parallèlement par d'autres gens aussi. Qui est l'algorithme de rétropropagation du gradient ou backpropagation. Par d'autres avant. Voilà, donc je vais rentrer dans les détails de tout ça, pas de panique. Donc je vous ai dit, on a une fonction qui est non convexe, par exemple un truc comme ça. C'est ma fonction de coût. Vous vous rappelez, la fonction de coût, c'est celle qui va me comparer ma prédiction à ce que j'aurais dû prédire. Donc ici, elle dépend de W, mais en fait, elle dépend ici, c'est f de xw, en fait. Et bon, c'est comme c'est W que je vais changer, j'ai mis W en valeur ici, mais on est d'accord, ma fonction de coût, elle dépend de ce que j'ai prédit, qui lui-même dépend de tous mes poids, et de ce que j'aurais dû prédire. Donc, comment on va minimiser? Eh bien, tout à l'heure, si vous avez une jolie parabole x2, vous devez trouver le x qui minimise. Alors, x2, c'est un peu con. 2x2 plus 6. Vous cherchez le x qui va minimiser plus 2x2 plus 6x plus 3. Vous cherchez le x qui va minimiser tout ça. Vous dérivez votre fonction. C'est une fonction convexe. Vous avez un minimum global. Vous regardez quand est-ce que la dérivée s'annule. Donc, vous regardez quand est-ce que vous dérivez. Vous regardez quand est-ce que vous êtes égal à 0 et vous avez la valeur x qui correspond. Et là, en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas en 1D. Donc, ce qu'on cherche, c'est les poids W, ce que je vous disais tout au début. On cherche les poids W tels que l'erreur qu'on va faire, notre fonction qu'on apprend, notre fonction composée que je vous ai montré tout à l'heure, est un peu tordue. On veut que les poids W soient tels qu'on va minimiser l'erreur entre ce qu'on a prédit et ce qu'on aurait dû prédire. Et donc, des poids, il y en a des tas. Tout à l'heure, dans le petit réseau que je vous ai montré, il y avait une matrice de poids. Et donc, on va, pour minimiser, en fait, on va devoir faire des dérivés partiels. Vous vous souvenez vraiment des dérivés partiels? Ouais. Ah, c'est bien. Merci, c'est gentil de me faire des signes, je me sens. C'est bien, ça va me donner de la pêche. Donc, on va devoir faire des dérivés partiellement à tous les poids. Donc, chacun des WI. Et évidemment, pour mettre à jour les poids, ça ne change pas. La règle de tout à l'heure de Rosenblatt, on la garde. Hein. Les poids à l'étape T plus 1, c'est les poids à l'étape T plus quelque chose, ou moins quelque chose. Ça va dépendre si ce truc-là est positif ou négatif. Hein. Mais, et ce quelque chose, c'est quoi? C'est toujours ce learning rate. Et on va dériver la fonction de coût. La fonction de coût qui dépend de f. Donc, en fait, en dérivant la fonction de coût, vous vous rappelez tout ça de vos maths d'il y a longtemps, mais quand vous dérivez des fonctions composées, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Je vais vous montrer un exemple après. Partiellement à tous les poids W. Donc, on cherche les W qui font que ma fonction de coût est la plus basse possible. Donc, on cherche le point le plus bas, on cherche les W, tous les W ensemble, le vecteur W, la matrice W, qui me minimise ma fonction de coût. Ça va? La question, c'est pourquoi le learning rate, le C revient ici?
Le C est toujours là. Le C est toujours là. Il n'a pas bougé. Il était déjà là tout à l'heure. Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est ce qui va nous dire à quelle vitesse on apprend. Et je vais faire une analogie sur la montagne tout de suite, là. Et peut-être si à la fin de mon analogie, c'est toujours obscur, tu me reposes la question, d'accord? Voilà. Donc, l'analogie que je fais, c'est de moi, on est beaucoup à faire ça, je pense. La descente de gradient, c'est comme une descente à ski. Donc, vous imaginez que vous êtes dans une chaîne montagneuse et vous êtes droppé en hélicoptère quelque part, et c'est le brouillard total. C'est-à-dire que vous voyez des montagnes un peu partout qui dépassent au-dessus du brouillard. On vous amène en hélicoptère quelque part. L'hélicoptère, il ne connaît pas le coin, il n'est pas du coin. Donc lui, vous lui avez dit, mais moi, je veux rentrer à mon village en bas de la vallée. Et donc, lui, il vous dit, mais quelle vallée? Il y en a 23. Vous dites, je ne sais pas, peut-être celle-là. Donc, il va vous déposer là où il peut. Je vais revenir sur le coup du largage en hélicoptère. C'est important pour mon analogie. Et donc, vous allez vous retrouver en haut. Et là, il faut descendre. Alors, vous êtes un tout petit peu prudent quand même. Vous allez descendre pas trop vite. Alors, vous avez des skis. Vous allez dire, je vais descendre de ma longueur de ski à chaque fois que je descends. Et où est-ce que vous descendez? Là où la pente est la plus importante. Donc, en fait, vous allez vous tourner, vous allez essayer un peu partout là. Puis là, c'est pas mal, là, ça descend bien, j'ai plus de chances de rentrer chez moi. Donc, vous allez vous lancer là où la pente est la plus importante. La pente, c'est mon gradient, c'est la dérivée, c'est les W qui vont me permettre d'avancer le plus vite vers ma solution. Là où ma pente est la plus importante. De combien j'avance de la longueur de mes skis, ça c'est mon learning rate. Et où est-ce qu'il me pose l'hélico? Il va me poser là où j'avais initialisé mes poids au départ. Donc, si je connais bien la chaîne de montagne, parce que j'ai déjà entraîné sur ce type de données, je vais prendre une initialisation que je connais, parce que je sais que le haut, là, j'ai déjà vu celui-là. Je sais qu'il n'est pas trop mal, que là, d'ici, je suis capable de redescendre à mon village. D'accord? Donc, ça, c'est quand vous savez comment initialiser vos poids, je vais revenir dessus. Comme vous ne savez pas, vous êtes des touristes avec un hélico qui ne sait pas où il vous emmène. Et donc là, vous n'avez plus qu'à prier que du sommet où vous êtes là, vous pouvez effectivement rentrer à votre village. Et c'est vraiment prier. D'accord? Et ça, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Voilà, donc c'est ça qui se passe. Donc, on va calculer la fonction de coût à partir des poids qu'on a actuellement. Donc là, on est en train de tester un peu la chaîne montagneuse. On va nous dire, vu le gradient, c'est par là qu'il faut aller. Donc, on va avancer de C, de la longueur de ski, et on va répéter ça un certain nombre de fois jusqu'à arriver en bas, en espérant qu'en bas, c'est chez nous. Et ça, on espère. Il faut avoir la foi. Voilà, descente de gradient. Ça va pour tout le monde? OK. Alors, on descend quoi? Le gradient de quoi? La fameuse fonction de coût. On en a vu une tout à l'heure qui était la MSE. Je vais revenir dessus. En classification, alors, je vais quand même espérer que vous avez un background un tout petit peu machine learning. Donc, je vous donne les deux logs les plus utilisés en régression et en classification, qui sont deux paradigmes d'apprentissage automatique supervisé. Dans les deux cas, on a le Y. Je vais parler un petit peu plus tard de qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas le Y, donc on est en non supervisé. Ça, on peut faire aussi des réseaux de neurones non supervisés, mais là, je suis quasiment en supervisé depuis le début, donc j'y reste. Donc, celle qui est le plus utilisée en classification, ça s'appelle la multiclasse cross-entropie. L'idée, c'est qu'on va vouloir, vous avez un vecteur en sortie. Ce vecteur en sortie, donc,
c'est des valeurs. On va chercher à les normaliser pour avoir quelque chose qui ressemble à des probas. Donc, on va les normaliser sur 0 et 1. Pour ça, on va utiliser une fonction softmax. Qu'est-ce qu'elle fait, la softmax? Pour chacune des composantes UJ du vecteur de sortie de mon réseau, donc j'ai plusieurs sorties, c'est tous mes neurones de sortie, c'est un composant de mon vecteur. Mes sorties, elles sont potentiellement plus du tout des 0 ou des 1. J'ai n'importe quoi en sortie. Ce que j'aimerais bien, c'est quelque chose de normalisé. On va mettre un softmax là-dessus. Donc, c'est quoi? C'est l'exponentielle de la valeur sur la somme des exponentielles des autres valeurs. Donc, on a juste normalisé. Hein. C'est ça que ça fait le softmax. Pas de souci. Et donc, maintenant, on a quelque chose qu'on peut utiliser comme une proba, qu'on va mettre dans une entropie. Et voilà. On peut même, comme l'entropie, c'est des logs, et que le softmax, c'est des exponentielles, on peut même les combiner directement tous les deux, et ça donne quelque chose comme ça. Mais ça nous dit juste comment on calcule la sortie de mon réseau, étant donné la sortie effectivement calculée par le réseau, comment on présente les valeurs de sortie à l'utilisateur. Et qu'est-ce qu'on va chercher à minimiser? Et ce qu'on cherche à minimiser, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire concrètement? Ouais. Oui, pourquoi dans le softmax, on ne fait pas juste la valeur divisée par la somme? Pourquoi on ne prend pas juste la valeur divisée par la somme? Parce que si tu prends la valeur divisée par la somme, tu ne te retrouves pas forcément avec des choses entre 0 et 1, c'est ça? Ouais. C'est vraiment pour avoir quelque chose entre 0 et 1. Regarde, je te montre peut-être, si ça ne t'aide pas, je reprends la question. Imagine que ton réseau, il te sort pour chacune de tes composants de ton vecteur de sortie, il te trouve ça. Ok, toi, tu veux transformer ça en un vecteur de proba. Si tu passes ça dans ton softmax, donc juste vraiment ce que je vous ai dit, hein, exponentielle de chaque valeur, et ben, tu te retrouves à avoir quelque chose entre 0 et 1. Forcément, le plus gros se retrouve avec la plus haute valeur. Et en fait, ce que tu vas chercher, c'est quand tu vas faire en sorte que l'entropie soit la plus petite possible, c'est-à-dire que tu vas vouloir que ton vecteur de sortie soit le plus piqué possible, c'est-à-dire qu'il concentre toutes ces valeurs sur une sortie. On veut forcément qu'il y ait une classe qui gagne, et qui gagne le plus franchement possible. Et on veut que cette classe, ce soit celle qu'on avait prévue, bien sûr. Donc, on a un vecteur de sortie. Alors là, donc 0, 0, il y a 3 composantes, le vecteur de sortie, qu'on va comparer à ça, en utilisant la cross-entropie. Donc, on va comparer ça à ça, ça à ça et ça à ça. Ce truc-là, vocabulaire réseau de neurones, ça s'appelle un one-hot vector. Alors, en fait, j'aurais dû mettre 0, 1, 0 au lieu de 0.0. C'est juste que j'étais dans mes notations Python et j'ai laissé comme ça. Mais donc, quand vous avez un vecteur en sortie dans lequel vous avez une composante à 1 et toutes les autres à 0, en gros, pour dire c'est un chat, ce n'est pas un chien, ce n'est pas un lapin, ce n'est pas toutes les classes qui sont dans votre panoplie, là, ça s'appelle un one-hot vector. Okay. Et donc, je vais calculer ma cross-entropie, et ce que je vais vouloir, c'est que cette cross-entropie, eh ben, elle soit la plus basse possible. Donc, je vais chercher à minimiser ça. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Ça répond à ta question, du coup? Ouais. Oui, c'est bon, merci. Donc, ça, c'est ce qui se passe en classification. C'est cette fonction-là qu'on va dériver. Et ce qui se passe en régression, ben, c'est souvent. Alors, on a utilisé la MSE en classification. Ça marche aussi. On n'est pas, en fait, je vous donne les loss qui sont les plus utilisés, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui marchent aussi bien. C'est pas le truc le plus. L'expérience montre que c'est pas le truc le plus critique
quand vous allez entraîner un gros réseau, la loss de sortie, du moment qu'elle va dans la bonne direction, en général, ça se passe bien. Donc, c'est la même que celle de tout à l'heure. Je ne vous refais pas comment on la calcule. Voilà. La sortie calculée moins la sortie attendue au carré. Le demi, je vous ai dit pourquoi. Éventuellement, on peut moyenner tout ça, parce qu'on va voir que, je vais vous le dire juste après, là, on n'est pas obligé de mettre à jour les poids à chaque fois qu'on voit un exemple. On peut mettre à jour les poids une fois qu'on a vu un certain nombre d'exemples, qu'on va appeler batch. On va avoir des petites sous-parties, des mini-batchs de notre ensemble de départ. Et on va mettre à jour les poids quand on a vu un certain nombre d'exemples. C'est comme si, en fait, on était un peu moins dans le brouillard. Le brouillard était un peu plus bas avant de prendre une décision. Et comment ça s'apprend? Eh bien, ça s'apprend comme tout à l'heure. C'est ça qui est bien. Au début, on est largué par l'hélico. On aimerait bien que ce ne soit pas trop random quand même. On aimerait bien que, et nous et l'hélico, on ait une connaissance un petit peu du panorama pour ne pas être largué n'importe où. Donc, voilà. Comment on fait pour ne pas être largué n'importe où? On prend un réseau qui fait un peu la même chose, qui a déjà été entraîné, et on sait qu'il donne un résultat correct. On prend ses poids, par exemple. Ou on pré-entraîne son réseau sur quelque chose où on a beaucoup de données plus que dans notre tâche qu'on fait nous. Et puis, on lui laisse déjà se balader pas mal c'est comme si on lui donnait de l'expérience sur la chaîne de montagne, quoi. Voilà. On lui présente des entrées, alors une ou plusieurs, les batchs éventuellement. On fait ce qu'on appelle une feed-forward pass. Donc, on présente les entrées, on passe dans tout le réseau, on calcule la sortie, ça on peut toujours le faire. On calcule donc la sortie, U. On va ajuster les poids avec la règle que je vous ai montrée tout à l'heure. Hein. C'est vraiment ça. Ça, c'est pour ajuster les poids. On ajuste les poids. Et on recommence. Voilà. On recommence à lui présenter des entrées, à ajuster les poids, etc. Donc ça, c'est apprendre un réseau de neurones. D'accord ? La structure du réseau, elle est fixe. C'est à vous de décider. C'est votre expertise. C'est vous qui savez à quel point votre problème est difficile ou pas. Plus il est difficile, plus votre réseau devra être plusieurs neurones par couche, plus de couches. Si vous ne savez pas, vous pouvez tenter d'utiliser la bombe atomique directement, à vos risques et périls. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un réseau très grand pour apprendre un problème qui n'est pas très compliqué. On va parler, je ne vous parle pas de surapprentissage et de choses comme ça, mais bon, voilà, ça peut mal se passer. Mais dans le doute, il vaut mieux faire plus que pas assez. Et donc, comment ça marche cette rétropropagation du gradient qui est un peu mystérieuse pour l'instant? Pour ça, on fait des maths. Pas très méchantes, en fait, finalement. Mais ça, les suivants font un peu peur, mais ça se calme après. J'ai juste rappelé, donc, voilà, c'est moche. C'est moins moche chez moi. Donc, la dérivée de f de x, c'est la dérivée de... f de x, on calcule, c'est des compositions de fonctions. Donc, c'est des f rongées de x ou f de g de x. Que la dérivée d'une fonction composée, c'est f' rongée de x fois g' de x. Donc ça, moi, je ne me souvenais plus. Donc, je ne sais pas si vous, mais moi, j'oublie régulièrement. C'est bien que je fasse ce cours souvent. Parce que... et aussi des trucs sympas, que f' de x, ça s'écrit aussi dérivée de f de x sur d de x. Et que la dérivée de f de g de x sur d de x, ça s'écrit par exemple la dérivée de f de g de x sur la dérivée de g de x fois la dérivée de g de x fois sur d de x, par rapport à x, pardon. Et ça, c'est la chain rule, et c'est ce qu'on va utiliser pour faire de la rétropropagation du gradient. Pas très méchant, mais voilà, il ne faut pas se perdre. Alors, je vous montre... Donc ça, je le fais avec mes étudiants. Là, c'est le moment où ils me haïssent en général. Vous êtes comment là? Il est quelle heure? 10h15. J'ai commencé à 9h. 9h, encore un quart d'heure. Ouais, je vais m'arrêter après. Comme ça, vous avez soufflé un grand coup et après, c'est
Après, c'est facile. D'accord? Donc, là, c'est juste pour vous montrer. En fait, ça m'agace que les étudiants utilisent des librairies sans savoir ce qu'ils calculent du tout. Alors, je ne fais pas la maline, je ne dis pas que j'ai super envie de dériver des fonctions à la main tous les jours, d'accord? Ce n'est pas du tout ça, mais c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe juste en dessous, concrètement, pour que vous compreniez qu'est-ce que fait votre librairie, qu'est-ce qu'elle fait pour vous, et elle fait des calculs, quoi. Voilà. Donc, je vais le prendre sur un exemple. Je vais vous la dériver, la fonction. Je vais vous montrer comment ça marche, comment on calcule un pas de rétropropagation du gradient. Avec mes étudiants, je le fais en exercice. Là, on va le faire ensemble. Hein, vous allez m'aider et puis on va faire ensemble. La dérivée, je vais même la faire toute seule parce que je me perds suffisamment toute seule. Déjà, je pense que je n'ai pas besoin de vous pour me perdre. Voilà. Donc, admettons que on veut faire une descente de gradient sur une loss qui est une mean square error. Donc, c'est celle-ci. OK. Donc, ce que je dois calculer, c'est moins C, mon learning rate, et puis la dérivée de ma loss par rapport à mes poids. Et ça, je dois le faire pour chacun de mes poids, parce que c'est ça qui va me permettre de mettre à jour, puisque je vous rappelle, le poids à l'état T plus 1, c'est le poids à l'état T plus ce machin. Et pour tous les poids, pour tous les cas de tous les poids du réseau. Okay. Donc, chain rule. L'erreur, là, moi, je ne sais pas trop la dérivée par rapport à tous mes poids du réseau, parce qu'il y en a qui sont assez loin de ma sortie. Je suis en train de calculer une sortie, et j'ai des poids qui arrivent depuis 3 couches avant ma sortie. Donc ça, ce n'est pas très facile. Donc, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais dériver par rapport à ma sortie. Et puis après, je vais dériver ma sortie par rapport à mes poids. Ça, j'ai le droit de le faire, c'est ma chain rule de juste avant. Et ça, c'est plus sympa, parce que l'erreur par rapport à ma sortie, comme j'ai ma sortie directement devant moi, je vais pouvoir faire ça. Parce que, en fait, ce que je calcule là, ma loss, elle dépend directement de ma sortie. Donc, dériver par rapport à ma sortie, je vais m'en sortir. Donc, parmi les petits P qu'il y a là, ça, c'est tout mon vecteur de sortie. Parmi mes petits P, il y a le UJ qui va bien. Donc, voilà, je vais pouvoir dériver ça. Alors là, en fait, c'est une dérivée partielle. Ce truc-là, ça va être compté comme une constante. Ce truc-là, non. Et puis, je vais me retrouver avec un truc assez simpliste. Juste dériver ça, ça va me donner ça. Jusqu'ici, tout va bien. Après, j'ai l'autre bout, là, celui-là. Donc, qu'est-ce que je calcule? Ma sortie, c'est F de la transposée de mon entrée fois ma matrice W, ma matrice de poids. Ça, c'est le truc que je vous dis depuis le début. Donc, ce truc-là, eh ben, il va falloir que je le dérive par rapport à chacun de mes poids. OK. Donc, ça, c'est dérivée de fonctions composées, dérivée de multiplication de fonctions. Donc, c'est la dérivée de U fois V. Voilà, il faudra regarder vite fait, mais ça va vous donner quelque chose comme ça. Donc, le XK qui va être associé au bon WK, donc celui par lequel on va dériver, lui, il va sortir, fois la dérivée de F, qui est ma fonction d'activation. Parce que pour l'instant, j'avais dérivé ma loss, tout allait bien, et puis maintenant, il va falloir que je la dérive, ma fonction d'activation partout. C'est pour ça qu'on voulait qu'elle soit bien dérivable. Donc, la dérivée de ma fonction d'activation par rapport à XKWK. Donc, si... voilà. Ça, je laisse comme ça pour l'instant. Donc, ce que ça dit, ce truc-là, c'est juste, j'ai repris ça. C'est le moins C, ce truc-là, qui vient là, fois ce truc-là qui vient là. Jusqu'ici, tout va bien? Donc, je me retrouve avec cette formule-là. Et maintenant, je dois dériver F'. Alors, pour dériver F', j'ai besoin de plus d'infos. J'ai besoin de savoir à quoi ressemble mon réseau. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai besoin de savoir
qu'est-ce que c'est que ce f? Donc, admettons que ce f, ce soit une sigmoïde. Donc, la fonction sigmoïde, f de x, c'est 1 sur 1 plus l'exponentielle de moins x. C'est sa formule, la sigmoïde. OK. Donc, très bien. Alors, à la sortie, j'ai la somme des... elles sont toutes pourries, mes notations, là. Toc, toc, toc. Oui, à la sortie. Je vais avoir... Donc, ce que je suis en train de faire, c'est regarder ce qui se passe. Ça, c'est ce que j'ai en entrée. Donc, de ma fonction. Donc, ce que je vais calculer, ça va dépendre d'où je suis dans le réseau, parce que, en fait, le x, soit ça va être le vrai x de mes données, soit ça va être la sortie de la couche d'avant, donc ce que j'ai en entrée de ma couche. Le x, c'est l'entrée de ma fonction. Mais l'entrée, ça dépend où je suis dans le réseau. Parce qu'au début, l'entrée, c'est mes données. Et puis, plus j'avance dans le réseau, plus c'est la sortie de la couche suivante, par exemple. Donc, il va falloir que je regarde où je suis dans le réseau. Et la manière de calculer ça, ça va dépendre effectivement de où je me place dans le réseau. Donc, ça, c'est ce qu'on a jusqu'à présent. Si f, c'est une sigmoïde, alors la dérivée de la sigmoïde, ah oui, je l'ai mise là, c'est bien. Donc, ça, c'est 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Vous vous rappelez, la dérivée de 1 sur u, tout ça. Moi, il m'a fallu du temps, hein, parce que celui-là, je fais, là, il manque des bouts. Et donc, la dérivée de la sigmoïde, c'est f de x fois 1 moins f de x. Ça, c'est la dérivée de la sigmoïde. Donc, elle est là. OK, ça, c'est juste parce que j'ai appliqué la dérivée de la sigmoïde. Donc, cette dérivée de la sigmoïde-là, il va falloir que, en fonction de là où je me trouve, je remplace ce qui va bien. La sortie, à la fin, c'est la vraie sortie. Au milieu, c'est la sortie de chacun des neurones. Et donc, en fonction de si je me retrouve réellement à la sortie ou si je me retrouve au milieu d'une couche là, je ne vais pas calculer exactement la même chose. Ça ne va pas dépendre exactement de la même chose. Donc, je vais avoir des règles de mise à jour qui vont être un peu différentes si je suis dans ma couche de sortie et si je suis au milieu de mon réseau, c'est-à-dire des couches que je ne vois pas, que je vois que la sortie, ce que j'appelle les couches cachées. Donc, je vais avoir deux formules de mise à jour là qui correspondent juste à j'ai dérivé, enfin, je prends ce truc-là et je continue ma dérivation. D'accord? Et je vais regarder à quoi ça correspond par rapport à mon réseau. Donc, on est assez content que PyTorch, TensorFlow, Tutti Quanti, on leur donne le réseau, on leur dit voilà ma fonction d'activation, voilà comment voilà ma loss à la fin. Hop, j'appuie sur mon bouton et lui, il a calculé ces deux choses-là. Et il sait mettre à jour ses poids. On est content, on est vachement content. Vous allez voir qu'on est d'autant plus content que déjà ça, c'est pas trivial. Donc, ce truc-là, donc ça c'est H2I, c'est la sortie d'une couche, intermédiaire, donc c'est l'entrée des dernières couches. XI, ça c'est la vraie entrée du réseau. Donc, en fait, j'ai un espèce de motif, si vous voulez, qui est que mon poids, enfin la mise à jour de mon poids, mon gradient, il va dépendre de C et il va dépendre de cette partie-là qui se retrouve aussi là-bas, que je vais appeler delta, qui est mon erreur. En fait, je vais rétropropager un bout d'erreur qui va dépendre de ce qui rentre, donc de l'entrée, et de l'erreur effective que je fais, qui va dépendre de où je me place dans le réseau. Cette erreur-là, cette formule-là, en fait, elle est, si vous vous rappelez la règle de Rosenblatt sur le perceptron, c'est la même chose. L'erreur que je fais, alors pour Rosenblatt, c'était facile, c'était C fois X, donc X c'était mon entrée, quand j'avais un seul neurone, vous vous rappelez, C fois X, fois la différence entre ma sortie calculée et ma sortie attendue, U moins Y.
Et ben, en fait, là, c'est pareil, sauf que ce n'est pas directement la différence. Je vais appeler ça delta, là, ça c'est mon erreur. C'est mon erreur résiduelle. Et par contre, ça dépend toujours de mon C et de mon entrée. Donc, j'ai un petit truc comme ça pour mes étudiants. Donc, je leur dis, bah voilà, en gros, on est en train de regarder cette règle-là. Et donc, le but, ça va être de calculer ce delta-là. Donc, on va le faire à la main. Maintenant qu'on a les bonnes règles, on sait comment calculer ce truc-là. Donc, ce que je fais, c'est que je leur donne cet exercice-là. Et je leur dis, bah voilà, ça, c'est mes poids à l'instant T. Je sais que mes fonctions d'activation, c'est des sigmoïdes. Je sais que ma fonction de coût, c'est la MSE. J'ai fait toutes les dérivations avant, donc vous n'avez même pas besoin de faire les dérivations. Mais maintenant, je veux savoir comment faire un phase de rétropropagation du gradient, c'est-à-dire comment mettre à jour mes parts une fois. Comment je fais? Eh bien, pour pouvoir mettre à jour mes parts, les poids, pardon, il faut que je calcule ma sortie. Donc, il faut que je fasse ma feed-forward pass. Donc, je prends mes entrées. Donc, les entrées, c'est 1 et 1. Mon entrée x0, c'est l'entrée associée à mon biais, toujours à 1. Donc, c'est 1, 1 et 1. Ça, c'est mes entrées. C'est ce que j'ai. Ça, c'est une donnée de mon problème. Mon learning rate, pour l'instant, je n'ai pas trop envie de rentrer dans les calculs, donc il sera égal à 1. Et ma sortie attendue, c'est 0. OK. Donc, j'ai des poids ici. Donc, ça, le 0,3, alors 0,3, 0,4 et 0,5, c'est les poids qui sont associés, enfin, c'est les biais de mes neurones 3, 4 et 5. J'ai que 3 neurones dans mon réseau. C'est le réseau que je vous ai montré tout à l'heure pour le XOR presque. Sauf qu'on n'est plus en train d'apprendre un XOR parce qu'on a changé les fonctions d'activation. Mais il n'est pas plus complexe que le réseau XOR que j'ai montré tout à l'heure. Vous allez voir, déjà, déjà, je me fais maudire sur 12 générations comme ça. Donc, comment on fait pour calculer la sortie quand on a un réseau multicouche? En fait, comme la sortie là, ça dépend de la sortie de là et là, on y va en feed-forward. Donc, on commence d'abord par calculer la sortie de 3. Comment on calcule la sortie de 3 ? Comme je vous ai dit tout au début, vous vous rappelez, on fait la somme pondérée des entrées. Donc, on va avoir x0 fois 0,3 plus x2 fois 2,3 plus x1 fois 1,3. Ça nous donne la somme pondérée. On passe dans la sigmoïde. Donc, 1 sur... Donc, cette somme-là, on va l'appeler z. Et 1 sur 1 plus exponentielle de moins z. Et on a la sortie du neurone 3. C'est pareil pour la sortie du neurone 4. Une fois qu'on a la sortie des neurones 3 et 4, on les utilise comme entrée pour le neurone 5, avec les mêmes poids. Là, on fait la partie feed-forward. OK ? Donc là, on calcule la partie feed-forward. Donc, on va calculer la sortie. On va y aller comme ça. Et puis après, il va falloir calculer ce delta-là qu'on fait et le rétropager partout pour pouvoir mettre à jour tous nos poids dans le réseau. Et donc, il y a vraiment cette partie feed-forward et rétropropagation de l'erreur pour pouvoir mettre à jour les poids. Alors, je vous passe l'exercice, que je suis sympa. Mais donc, les sorties. Donc, là, je vous fais l'exercice. S'il y a un moment où vous vous dites « je ne comprends pas d'où ça vient », vous m'arrêtez. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous dire à l'oral. La sortie du neurone 3, la sortie du neurone 4, somme pondérée, on la passe dans les sigmoïdes, on a une valeur. La sortie du neurone 5, on utilise ces deux valeurs qu'on vient de calculer, on la repasse dans une sigmoïde, on a la sortie du neurone 5. Donc, 0,63, c'est la sortie de mon réseau, étant donné les poids que j'ai à mon instant T, étant donné mes entrées. Mon réseau calcule 0,63. On rétropropage l'erreur. Ce 0,63, ce n'est pas 0. 0, c'était attendu. 0,63 calculé, il y a une erreur. Et donc, on va devoir rétropropager cette erreur en utilisant mes gradients. Mais les gradients, je les ai précalculés. C'est mes formules d'avant. OK ? Donc ça, c'est sympa. Je sais qu'à la sortie, mon delta J, pour chacun de mes neurones de sortie J, c'est ça.
je l'ai précalculé avant. D'accord? Donc, ben, j'y vais. Hein. YJ, c'est la sortie attendue, 0. 0,63, c'est ce qu'on a calculé. Donc, UJ, j'ai qu'un neurone de sortie, c'est facile, j'ai qu'un J. Là, j'ai mis un J, mais en fait, il n'y en a qu'un. Hein, tout va bien. Fois UJ. UJ, c'est toujours la même sortie, donc 0,63. 1 moins UJ, pof, pof, pof. Ah, donc j'ai un gradient à moins 0,140, enfin une valeur de déplacement de mon poids qui est plus que le gradient, parce que ça prend en compte... non. J'ai un gradient de moins 0,147. Ça, c'est le gradient, c'est l'erreur qui est faite à la sortie. Le gradient d'erreur qui est faite à la sortie. Ensuite, il va falloir que je calcule les erreurs qui sont faites sur les neurones précédents. Donc, je rétropropage. Donc, le neurone 3 et le neurone 4. Vous visualisez. Donc, j'ai toujours ma petite formule que j'ai calculée après, que j'ai précalculée. Et j'y vais. Donc, H de J, bah, c'est la sortie de mon neurone de ma couche interne. Donc, c'est la sortie de mon neurone 3. Donc, ça, j'avais vu que c'était 0,65. C'est le 0,65 qui est là. Hein. C'est juste la sortie de mon neurone 3. Donc, H de J, 1 moins H de J, ça c'est bon. Je fais pareil pour le neurone 4. Hein. Et après, je vais multiplier ça par pour tous les neurones qui sont connectés vers l'avant au neurone J, donc le neurone 3 et le neurone 4 ici, et connectés vers l'avant, ben en fait, ils sont connectés vers l'avant qu'au neurone 5. Vous voyez, il est là le schéma. Le neurone 4, il n'est connecté que là. Donc, pour tous les destinataires, tous ceux qui ont un arc vers l'avant entre 4 et 5, j'en ai qu'un. C'est sympa. Si j'en avais eu plusieurs, ben là, ma somme, ça n'aurait pas été une somme d'un seul élément. Là, j'en ai qu'un seul. C'est que le neurone 5. C'est déjà assez chiant comme ça. C'est le but de l'affaire. Hein. C'est que je vous montrer que c'est pénible. D'accord ? Pédagogiquement, c'est ça que je veux faire passer. Donc, pour tous les neurones suivants, donc forcément, bah là, c'est la structure qui va jouer. Hein. C'est ça ça va dépendre. L'erreur qu'on fait, ça dépend enfin, on va la rétropropager, donc il faut qu'on sache de combien d'erreurs il faut qu'on... Les erreurs en sortie, on commence par les calculer. Puis après, ben, tout ce qui va être connecté aux sorties, elle va recevoir un petit peu de cette erreur-là. Qui va dépendre de quoi? Qui va dépendre de l'erreur qu'a fait le neurone d'avant et du poids qu'il y a entre le neurone courant et le neurone d'avant. C'est le WJK qui est ici. Donc j'y vais. L'erreur que j'ai faite à la WK, c'est celle-ci. Donc, c'est le moins 0,147. Et ça, c'était le poids qu'il y avait entre J et K. Ben, je ne sais pas quel a été le poids, mais donc 0,5 et moins 0,4. Donc, j'ai calculé mon delta 5, delta 3, delta 4. Et après, j'y vais gaiement. Une fois que j'ai toutes mes petits deltas, là, donc je sais comment j'ai réparti l'erreur partout dans mon réseau. Je viens de la calculer. Et je mets à jour tous mes poids du réseau. Donc, j'en avais 9. Donc, je les mets tous les 9 à jour. La règle, c'est toujours la même. C'est WT plus 1, c'est WT plus le grand delta. Pas le petit delta, le grand delta. Et c'est quoi ce grand delta? C'est le learning rate qui est à 1. Donc, ici, je l'ai pas dit parce que c'est fois 1. Et c'est le petit delta fois l'entrée. Donc, le petit delta, il est là partout. L'entrée, au début, elles sont toutes à 1. Je vous avais dit, c'est x1 égale 1, x0 égale 1, tout ça. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on a des 1 partout ici. Sauf à la fin, là, pour mettre à jour les poids 3, 5, parce que les entrées ici, c'est les sorties de la couche précédente. Donc, c'était le 0,5 et le 0,48 qu'on a déjà calculé il y a quelques temps. Et donc là, on met à jour. Et voilà, j'ai mis à jour mes poids une fois. Et je peux vérifier que si je représente les mêmes entrées avec ces poids-là, je me rapproche du 0 qui était le 0 attendu. Donc, j'ai mis à jour mes poids. J'ai descendu la montagne au lieu de partir dans le mauvais sens. Quoi. Voilà. Donc, on peut recalculer. Et là, on se retrouve à avoir 0,56.
qui est plus proche de 0 que 0,63, donc c'est pas mal, on avance. Voilà. Donc, on a besoin de faire des dérivés. On a besoin de faire des dérivés de la fonction de coût de la loss. Donc, comme la fonction de coût dépend de la fonction qui est effectivement calculée, on va aussi dériver le grand F. Donc ça, il faut pouvoir le faire. Et après, comment ça marche la mise à jour des poids, donc l'apprentissage du réseau de neurones. On présente un exemple, on fait un feed-forward, on calcule la sortie. On sait comment mettre à jour les poids, donc on a déjà dérivé notre sortie, ça c'est fait directement par vos librairies bien aimées, mais sinon ça se fait, c'est juste long et puis il ne faut pas se planter. Et on met à jour couche par couche en rétropropageant les erreurs. La mise à jour, vous avez vu qu'on peut la faire, le calcul du delta doit se faire couche par couche en partant de la fin et en venant vers le départ. C'est là qu'on rétropropage. Une fois qu'on a le delta, on peut mettre à jour tous les points en même temps. Mon slide d'avant où j'ai toute la mise à jour des points, c'est vraiment tout en même temps. Voilà. Après, on va jouer à combien de paramètres? Parce que ça, je pense que si vous comprenez ça, mais on va faire ça après. Mais vous allez voir, ça, c'est un jeu vachement plus sympa. Ah oui? Ah oui, alors. J'ai. Voilà, il y en a plein. Si vous. Non. A et non B ou non A et B? Oui, probablement qu'en disant c'est l'effet tableau, enfin c'est l'effet collé au machin. J'ai un bout de mon cerveau qui ne réfléchit plus, donc probablement j'ai dit des bêtises, mais j'espère que vous m'avez suivi sur la partie logique, mais je pense que oui. De toute façon, j'ai regardé Pierre et je me suis dit, si je dis une connerie, Pierre va se... Je crois qu'il y a une petite coquille sur ton slide. Ah d'accord, ok. En fait, notre mot exclusif, tu as deux fois A et non B. Ah oui, d'accord. A. Ah oui. Ok. D'accord. Ah mince, je comptais sur toi pour que tu me regardes avec des gros yeux. Non, je me suis dit, si je dis une erreur là-dessus. Je l'ai vu, mais bon, je ne voulais pas. Voilà. D'accord. Ça peut être troublant. D'accord. En empilant des réseaux de neurones, quelle fonction est-on capable de modéliser? Eh bien, tout. Des fonctions booléennes plus complexes, oui. Donc là, booléenne, ça se... Alors, oui. Booléenne, ça se prêtait bien à la fonction seuil parce que la sortie, c'était binaire. Si c'est plus binaire, en fait, on fait ce qu'on veut. Et en fait, même sur les fonctions booléennes, on pourrait potentiellement, avec suffisamment de couches, on le met, enfin, c'est que des et des ou, donc on s'en sort sans problème. Ou des polynômes d'ordre plus grand, ce qu'on veut, vraiment ce qu'on veut. Les fonctions, les surfaces de décision, c'est-à-dire la forme de la séparation dans l'espace des aussi, enfin, c'est vraiment celle qu'on veut. Mais il faut, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va falloir ajuster ce qu'on appelle la capacité du réseau, c'est-à-dire le nombre de paramètres, c'est-à-dire le nombre de couches, donc de neurones par couche et de couches, à la difficulté de votre problème. Et souvent, les problèmes sont vite durs. Donc, effectivement, ça a du sens de faire des réseaux qui soient profonds et gros. J'espère que j'ai répondu à la question de Sébastien Bertrand. Si ce n'est pas le cas, repose-moi. Y a-t-il des règles à respecter pour concevoir une loss? Par exemple, calculer un coût à partir d'un seuillage sur la sortie du réseau a-t-il un sens en termes de dérivabilité? Je ne suis pas sûre que je comprends la question. Calculer un coût à partir d'un seuillage sur la sortie du réseau. On est en train de parler de la fonction step, c'est ça? Peut-être, c'était ça. Concevoir une loss, il faut que c'est vraiment une manière de calculer l'erreur. Alors, en machine learning, je montre que la fonction d'erreur, c'est une fonction, c'est soit on fait une erreur, enfin, on peut la compter, soit on fait une erreur, soit on n'en fait pas, surtout en classification. soit on ne la fait pas, mais le problème, c'est que quand on dérive ça, la dérivée, elle est nulle partout. Donc, le gradient est nul. Donc, on ne sait pas comment bouger, en fait, pour améliorer ça. Donc, en fait, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle des fonctions surrogates. Les fonctions
la hinge loss, enfin toutes les fonctions de loss que vous pouvez avoir sur, par exemple, sur les SVM, c'est la hinge. Sur le boosting, vous allez avoir des fonctions exponentielles. En fait, quelque chose qui va être dérivable et qui vous dit à peu près la même chose, c'est-à-dire que plus on va être loin de l'attendu, et loin, ça peut être loin juste sur la classe qu'on veut ou loin en général, c'est-à-dire qu'on peut vouloir juste se concentrer sur la sortie qui correspond à la classe désirée, mais on peut vouloir prendre en compte toutes les autres sorties aussi. Éventuellement, on peut imaginer même qu'on a des classes qui sont un peu liées, c'est-à-dire que c'est moins grave, je n'ai pas de loss là à vous proposer pour ça, mais on pourrait dire que c'est moins grave de se tromper entre bus et voiture que se tromper entre bus et éléphant, par exemple. Et du coup, éventuellement, prendre ça en compte. Donc, comment mettre au point les loss? Alors déjà, il y en a des tas, c'est toutes les fonctions mathématiques que vous pouvez imaginer, et il faut que, en gros, on puisse les minimiser de manière de manière assez standard. Et donc, pour qu'on puisse utiliser juste des bibliothèques qui font ça pour nous, parce qu'on a vu que c'était un peu galère, quoi. Et ce qu'on veut, c'est vraiment ça, c'est qu'elle pénalise beaucoup ou un peu plus quand on fait une erreur et qu'elle pénalise plus quand on est proche de la vérité. Il y a une autre question. D'accord. Je vais préciser ma question. Ah oui, avec 3 couches, on modélise un polynôme d'ordre 3. Je ne crois pas qu'on puisse avoir une relation directe. Je n'ai pas trop réfléchi à la question, donc je vais éviter de dire une bêtise, mais je ne crois pas qu'on puisse avoir de pouvoir dire exact, enfin, de manière certaine, voilà ce qu'on sait modéliser avec ce nombre de couches. Bon. Et sinon, il y a une question sur le nombre de paramètres, mais comme ça arrive après, je ne vais pas y répondre tout de suite, je y répondrai après la pause.